Au cœur de l'Isère, quelque part entre la côte 1850, les Rousses, et la côte 3350, en direction du Pic Blanc qui est désormais le plus haut sommet équipé de France, après celui de l'Aiguille du Midi, bien sûr. Récemment mis en service, après inauguration en bonne et due forme en février 1963, le téléphérique des Rousses à l'Alpe d'Huez présente sur son troisième tronçon une portée de câble de 2200 mètres que la cabine gravit à la vitesse de 10 mètres secondes. Résultat de 3 années de travaux en haute montagne, non sans problème. Des problèmes que connaît mieux que personne le directeur qui a suivi tout le programme, M. Olivier. Pour construire un téléphérique de cette telle importance, il y a de très grosses difficultés, vu sa longueur, vu son altitude, et vu les grosses difficultés rencontrées pour le transport du matériel, l'amener du matériel sur place. Et il a fallu aussi se pencher sur la question personnelle. Il a fallu en même temps d'avoir des spécialistes, d'avoir des montagnards qui connaissent très bien la montagne, et leur métier de téléphériste en plus, et même skieurs. 50 tonnes d'appareillage, 150 de charpente, 1500 de béton et surtout 2200 mètres de câbles de 50 mm de diamètre. Pour procéder à la pose des câbles qui, malgré tout, quand on parle d'un porteur qui est d'une seule portée, de son point de départ à son ancrage fait environ 40 tonnes, il a fallu l'amener par transports spéciaux jusqu'à Alpe d'Huez et ensuite procéder par étapes de déroulage, c'est-à-dire en 3 étapes, c'est-à-dire premier, deuxième et ensuite troisième tronçon, pour l'amener jusqu'à son ancrage à 3003. Maintenant, quelle sorte de panne pourrait survenir? Il faut avoir une coupure franche électricité, il faut avoir un déclenchement d'une sécurité, ensuite d'une survitesse ou d'un contrôle non suffisant d'entrée en gare, parce que nous sommes constamment en surveillance, on peut dire, depuis le point de départ au point d'arrivée. Nous devons rentrer à une certaine distance au ralenti. Si on ne respecte pas ces normes, l'installation s'arrête par elle-même. Le cabinier le signale au mécanicien qui est conducteur, qui est apte à le faire. Si ça le dépasse, il le signale lui-même au chef mécanicien, et à ce moment-là, le chef mécanicien qui supervise les 3 installations se déplace sur celle-ci. Aujourd'hui, le temps est magnifique. Mais tous les matins, pour les hommes du téléphérique, la même question se pose. Le givre a-t-il rendu le câble glissant? N'existe-t-il pas en un point quelconque une menace? La réponse, c'est le chef mécanicien qui va la donner, en inspectant d'une extrémité à l'autre les 2200 mètres de portée. Tout simplement. Et ce qui apparaît comme un exercice digne des meilleurs chapiteaux n'est pour lui que routine quotidienne. Oui, ce jour-là, il faisait beau. Et surtout, le vent ne soufflait pas. C'était une simple promenade. S'il avait fait mauvais, nous n'aurions pas eu le droit de l'accompagner. Et il serait monté avec pour seule aide la ceinture de sécurité bouclée autour du câble. Quel est votre ennemi numéro 1? C'est le vent, le givre et même parfois la poudre. Si la cabine s'arrêtait brusquement en un point quelconque du parcours, que se passerait-il? Une catastrophe sur une ligne électrique par suite de l'orage, de la poudre ou tempête, et que nous n'ayons plus de courant en 2007, plus aucun moyen de faire marcher l'installation, soit par une rupture d'une pièce principale de poulie motrice ou arbre réducteur. À ce moment-là, nous sommes amenés à descendre les clients par un système de descenseur, on peut baptiser stop-chute. Opération qui s'effectue, comme il est dit ici, en quelques mouvements apparemment simples. Encore faut-il les faire, comme on dit.
Tout étant ainsi posé et démontré, il ne nous restait plus qu'à effectuer, comme tout le monde peut désormais le faire, la montée de ce dernier tronçon. Opération banale pour l'usager, mais de l'autre côté, résultat d'une multitude d'opérations de prévision et de contrôle. Ce départ, il souffle à peu près à 80 heures avant Paris. Allô, allô, alors ici 2007, je vous ai très bien compris. Dis-moi, est-ce que le vent empêche le trafic? Non, c'est un peu on peut encore rouler. Cette fois, c'est parti. Ni le vent, ni le givre ne risquent d'arrêter la benne au débit horaire de 550 personnes. Vous savez, nous partons de 2007 à la vitesse 0 et en accélérant progressivement, nous passons à la vitesse 10 mètres sur un parcours de 2200 mètres, de 2 km 200. Vous pouvez même constater de sa supériorité vis-à-vis des autres installations, par suite de son roulement silencieux et du freinage progressif à air comprimé qui nous font une entrée en gare très douce. Je constaterai à l'arrivée à 3003. Pour communiquer entre gare inférieure et cabine, nous avons une liaison téléphonique de chaque cabine reliée au conducteur. Et nous avons en plus un téléphone qui relie station supérieure à station inférieure et doublé d'une radio. De tout cela, bien entendu, les 40 passagers de la benne ne savent normalement rien. Occupés à découvrir un à un les sommets glacés qui les entourent, ils ne consultent pas même le pendule qui prévient des oscillations dues aux rafales de vent. Ne songeant déjà qu'au moment proche où ils fixeront leur ski, ils n'ont pas conscience du passage crucial des derniers 400 mètres. Et pourtant, c'est là que tout va se décider. Au bouton de l'homme mort, le mécanicien a répondu, signalant qu'il est bien prêt au ralentissement final qui permettra à la cabine d'entrer doucement, sans danger, dans la gare d'arrivée. S'il n'avait pas pressé le bouton, la benne se serait arrêtée et le chef mécanicien serait descendu au long du câble jusqu'à elle. Mais ce n'est là évidemment qu'une mesure de sécurité de plus. Ce jour-là, l'homme mort fonctionnait comme d'habitude à la perfection. Et personne n'a su qu'il pourrait se passer tant de choses autour d'une poulie, au long d'un câble.